allons ce soir évoquer avec notre invité l'Afrique du Sud et le grand déballage sur la corruption pendant l'ère Jacob Zuma. On va parler également de la République démocratique du Congo dans le cadre des élections contraintes, donc de reculer. Kagame n'est pas allé à Kinshasa. Et puis la France, le grand débat, va-t-il délivrer Macron des gilets jaunes? Maître Éric Emmanuel Sosa est avec nous pour répondre à nos questions. Bonsoir, Maître Sosa. Bonsoir, Samuel Niaoui. On commence avec l'Afrique du Sud. Un chef d'entreprise sud-africain a affirmé lundi avoir payé des pots de vin à une ministre proche de Jacob Zuma pendant 14 ans. Nouvel épisode d'un grand déballage sur les affaires de corruption qui ont fleuri sous le règne de l'ex-président, ancien responsable de la compagnie de sécurité Bosesa, Angelo Agrisi, a affirmé qu'il avait préparé chaque semaine de 2002 à 2016 une enveloppe contenant 50 000 rands, près de 3 200 € en liquide, à remettre à Nomvula Mokonyane, actuel ministre de l'Environnement. Et il ajoute, nous savions qu'elle était proche de l'ancien président Jacob Zuma et on devait payer cette somme pour se mettre à l'abri d'éventuels ennuis judiciaires. Maître Sosa, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces genres de pratiques sous l'ère Zuma? Bien, d'abord que ça ne me surprend pas du tout de la part de la gouvernance de M. Zuma et que ça m'inspire le même dégoût parce que tout le monde savait que M. Zuma était quelqu'un qui avait ce tempérament. Il était pas très soucieux d'éthique dans sa façon de se comporter tous les jours et M. Zuma a toujours été quelqu'un qui est prompt à défier les lois et à jouer au forceps à chaque fois le gain de cause, quoi. Hein. On l'a vu. Bon, d'abord, il a commencé sa gouvernance avec une affaire de viol. Et puis, bon, il a été acquitté, enfin relaxé. Bon, avec une morgue et un mépris pour la justice qui a inquiété, mais bon, c'est l'erreur de l'ANC que d'avoir choisi celui-là par pur populisme. Il était probablement très charismatique, mais ce charisme est vain lorsqu'il n'est pas accompagné d'autre chose. On dit le caractère, il n'est rien quand il n'est accompagné. Il n'est pas accompagné d'autre chose. C'est ça le problème de M. Zuma. Donc oui, aujourd'hui, les langues se délient. Mais il y a longtemps que beaucoup de gens savaient. Et l'affaire de Nkandla a été révélateur de comment Zuma se comportait avec légèreté, avec l'argent public. Mais ça n'a pas suffi. Il n'a pas pu être empêché. On a essayé pourtant l'impeachment de M. Zuma, mais ça n'a pas marché parce que la logique de la puissance de l'ANC a prévalu tout le temps. Aujourd'hui, bon, l'ANC se trouve affaiblie d'avoir eu quelqu'un comme ça, comme son représentant au pouvoir. Vous voyez ? Mais quand on découvre, enfin quand on suit ces révélations, on découvre, au-delà de tout ce qui avait été dit, c'est comme la corruption, les pots de vin, les détournements étaient quasiment institutionnalisés sous Zuma. Mais tout à fait. C'était institué en modèle de gouvernance. Et c'est ce que je disais, mais tout le monde le savait, ad nauseam. Mais bon, comme M. Zuma lui-même le faisait, pourquoi est-ce que les autres vont se retenir? Il a tout le temps la main dans le pot de confiture et au vu et au su de tout le monde. Il ne s'en cachait même plus. Vous vous rendez compte un peu? Mais pour l'homme d'affaires qui fait ces révélations, et il y en a comme lui beaucoup d'autres qui ont dû payer ces genres de pots de vin. Oui, et qui ont dû aussi accepter de se taire parce que s'ils parlaient, il leur arriverait encore des misères. Même lorsque Zuma n'est plus là. Parce qu'il n'était pas seul. Et là, ici, on voit que c'est une personne qui lui était proche qui bénéficiait des largesses de ce monsieur. Mais il y en a d'autres encore. Et Zuma, il a une pratique quasi mafieuse
avec l'argent. Regardez toutes ces affaires avec la famille Gupta. Bon, à chaque fois, c'est toujours une façon crapuleuse de gérer l'intérêt public qui a amené à sa perte, d'ailleurs. Mais là, quand il y a ce genre de révélations qui sortent aujourd'hui, on est quand même en droit de se dire, on semble jeter tout sur Jacob Zuma, mais les corrompus, s'il n'y a pas de corrompus sans corrupteurs. Bien, alors je vais vous dire une chose. Je parle encore avec une certaine réserve, mais quand même, on a eu avant lui l'épisode de Thabo Mbeki. Oui. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'affaires comme ça sous Thabo Mbeki? C'est vrai qu'il n'y en a pas eu. Bon, et s'il y en avait eu, ça se serait su. Et s'il y en avait eu autant, forcément, Thabo Mbeki aurait été balayé depuis plus longtemps que ce qu'il a pu régner. Et aujourd'hui, tout le monde se rend compte que Thabo Mbeki, même l'après-présidence de Thabo Mbeki montre quand même une certaine hauteur et disons qu'il y a un hal de moralité sur la personne et sur le nom. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a eu corrupteurs et corrompus, mais à un moment donné, il y a un système qui est plus prompt à le laisser faire qu'un autre système qui lui a précédé. Et lorsque Mandela a été président pendant 5 ans, vous avez entendu parler de ces affaires-là? Non. Donc ça veut dire qu'il est possible d'avoir des hommes propres à la tête de l'État sud-africain. Mais là, au-delà quand même de ceux qui dirigent le pays, par exemple, celui-ci dit, le chef d'entreprise, Angelo Agrizi, j'étais personnellement impliqué, c'est moi qui donnais les autorisations de débloquer les fonds. C'est-à-dire on a au-delà de l'appareil d'État qui est assez corrompu, mais les hommes d'affaires qui le sont tout autant, sinon encore plus. Oui, alors pourquoi les hommes d'affaires sont corrupteurs? Parce qu'ils recherchent un intérêt personnel. Donc c'est maintenant le devoir de ceux qui représentent l'intérêt public, c'est-à-dire l'État, de mettre les garde-fous pour que les hommes d'affaires qui ne se préoccupent que de commerce ne viennent pas installer une gouvernance d'affaires à la tête de l'État. C'est bien de cela qu'il s'agit. Donc quand on vénalise toutes ces charges et toutes fonctions publiques, il y a problème. Et ce problème, ce n'est pas les hommes d'affaires qui en sont responsables, ce sont les hommes d'État et les serviteurs d'État qui sont les premiers coupables. C'est bien de ça qu'il s'agit. Mais là, il est possible de dire non. Vous voyez, John Kennedy disait qu'il est toujours dangereux de sacrifier ses convictions aux commodités du moment. Eh bien, ayez des convictions. Et vous verrez que vous aurez des institutions solides et pérennes. Mais si vous n'avez que des commodités du moment, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la ventripotence qui gouverne le pays, et puis, on n'en sort jamais. Mais là... Ventrocratie, on appelle ça. Pour ce qui est de la ministre qui a été mise en cause, elle est dans le gouvernement actuel de Cyril Ramaphosa, qui a quand même donné un signal fort qu'il lutterait contre la corruption. Mais oui, mais si Cyril Ramaphosa avait su, avant que cette personne était aussi corrompue qu'on le dit, mais probablement qu'il aurait déjà pris des dispositions pour s'en séparer. Mais aujourd'hui, on l'apprend, vous aussi, et probablement Cyril Ramaphosa aussi. Mais il doit avoir des soupçons sur beaucoup d'autres membres de son gouvernement. Mais en attendant d'avoir des preuves, il fait avec parce que c'est l'ANC. Ramaphosa n'est pas aussi rattrapé par la réelle politique. Il y a des gens dont, quel que soit ce qui pèse sur eux, on ne peut pas s'en débarrasser. Vous savez quoi? Si vous devez faire un check-up de moralité parfaite avant de former un gouvernement, probablement que vous n'en formerez jamais. Donc, à un moment donné, il faut faire avec ce qu'on a. Et il y a des hommes absolument talentueux dans l'arène politique, dans beaucoup de pays, qui se trouvent être corrompus. Alors, quand vous découvrez qu'ils sont corrompus, sanctionnez la corruption, mais reconnaissez quand même qu'ils ont un certain talent pour beaucoup de choses. On a beau détester son chien, on est bien obligé de reconnaître qu'il a des dents bien blanches. C'est bien ça ce qui se passe.
République démocratique du Congo, c'est le second sujet. Il n'était pas forcément le bienvenu et il ne viendra pas. Le président rwandais Paul Kagame a renoncé à jouer les intermédiaires au nom de l'Union africaine dans les tensions post-électorales dans le pays en RDC, où une partie de l'opinion le tient en haute suspicion. L'UA n'enverra finalement pas le lundi, c'est-à-dire hier à Kinshasa, la mission qui devait normalement conduire Paul Kagame pour dans ce pays pour faire part des doutes sérieux pesant selon elle sur les résultats. On peut dire quand même, Maître Sosa, que la RDC c'est bien joué de l'Union africaine. Elle a pris à son propre jeu un peu absolument, et je dirais que dans cette affaire, l'UA a un peu prêté le flanc au ridicule. Parce que, quand même, qu'est-ce que c'est que cette sortie fracassante, qui c'était plus spectaculaire qu'efficace. Parce que, en réalité, ni le président de la commission, ni le président en exercice n'ont compétence pour prendre de telles résolutions. C'est la première chose. Parce que, en fait, le président, il est mandaté par le collège des chefs d'État. Bon, et il fait en équipe avec le président de la commission pour prendre des décisions aussi fracassantes au nom de l'institution. Or, l'institution a des procédures, a des instances de délibération. Par exemple, il aurait pu réunir son bureau, et ce bureau est composé d'États membres et qui auraient pu valider la position officielle de l'UA. Parce que le secrétaire, le président de la commission, qui était avant le secrétaire général, et le président des exercices seul ne représente pas l'institution. Alors, pourquoi il va désigner quelques chefs d'État autour et pas tous les autres? Mais il aurait pu aussi, par exemple, utiliser le canal de la commission paix et sécurité, qui est un organe idoine au sein duquel, parce que là, on est précisément dans la recherche de la paix dans un pays concerné par des troubles potentiels post-électoraux. Mais il aurait pu utiliser ce canal pour donner un peu plus de force à son initiative. Là, oui, au sein de ce comité, de cette commission, il y a des États membres, dont chacun a un ambassadeur, avant de convoquer les chefs d'État de cette commission pour dire, voilà, nous avons un cas spécial, nous devons le traiter avec une attention spéciale. L'initiative en elle-même, pardonnez-moi de le dire, je trouve qu'elle est inédite. est formidable, parce que c'est la première fois que l'UA commence à dire, mais attention, on fait des élections truquées dans un de nos pays. C'est inédit. Bon, on sait gueuler contre les coups d'État, mais on n'a jamais su gueuler contre les coups d'État dans les urnes. Parce que c'est un peu ça qui s'est passé. Tout le monde sait que c'est Fayoulou qui a gagné les élections. Mais bon, il y a encore dans tout ça d'autres problèmes. Comment on sait que c'est Fayoulou ? Bon, qui a fait les vérifications ? On nous dit que c'est la Cinco. Mais pardonnez-moi de dire cela comme ça. La Cinco elle-même est instrumentalisée par des puissances extérieures. Et dans un pays qui est aussi jaloux de sa souveraineté, vous pensez que la Cinco peut imposer comme ça un agenda pour complètement modifier la donne politique ? Non, elle ne peut pas. La première question que je pose, quand on me dit que a déployé 40 000 observateurs, mais c'est avec les deniers du culte ? Non, ça veut dire que la Cinco a reçu un financement extérieur. Alors que justement, la RDC, cette fois-ci, a fait de l'autonomie de financement de ces élections une gageure. Et l'a probablement réussi. Alors voilà une institution religieuse, parce que le pays est quand même laïque, qui va se piquer de s'allier avec des gens qui n'aiment pas le régime, l'Union européenne pour ne pas le nommer, pour aller dire qu'eux, ils ont un résultat qui est différent des résultats officiels. Je ne dis pas que les résultats officiels sont tout à fait dignes de foi, mais quand même, il y a un mélange des genres qui n'est pas acceptable. Si on veut que l'Afrique s'émancipe véritablement, il faudrait arrêter aussi ces pratiques-là. Mais au-delà, est-ce que c'est déjà une bonne chose de se dire qu'aujourd'hui, le cas RDC sera une jurisprudence pour l'Union africaine qui va s'intéresser désormais à la vérité des urnes dans les pays membres ? Bien.
Alors acceptons-en l'augure et souhaitons-le ardemment, mais il faudra pour cela que l'UA ait une nouvelle doctrine et qu'elle la fasse connaître et qu'elle se donne les moyens d'imposer des élections crédibles et comment vous appelez ça? Des élections crédibles et transparente, voilà, c'est le mot que je cherchais. Transparente et crédible dans tous les pays où ça se passe. Parce que trop, c'est trop. L'UA a toujours fait bonne figure en acceptant le fait accompli de parodie d'élections. On en a eu partout. C'est pas la peine de citer les exemples. On en a eu partout. Mais à chaque fois, l'UA prend note. Et fait avec. Et cette fois-ci, lui a dit, ah non, attention, on n'est plus d'accord. C'est bien que de temps en temps, on ne soit pas d'accord. Et pas que uniquement quand il y a coup d'État. Parce que quand on fait ça, si l'alternance n'a aucune chance d'advenir par les urnes, si à chaque fois c'est le fait accompli de qui a mieux triché, qui gagne, un jour, on va encore revivre le temps des coups d'État, parce qu'il n'y aura pas d'autre façon de régler le problème. Et le légicentrisme qu'on adopte à chaque fois, en pensant que le juridique règle tout, alors que précisément il ne règle rien, va devenir un problème, parce que on instrumentalise trop le droit, et on a des cours constitutionnels qui finalement ressemblent à des chambres d'enregistrement. La CENI, qui devrait être un organe de régulation et travailler en toute neutralité, parce qu'on dit à chaque fois indépendant. On a fait des clones dans tous les pays. On vous dit indépendant, mais en fait non, ce sont des officines ou des sous-officines du ministère de l'Intérieur. Alors, confiant les élections au ministre de l'Intérieur, on sait au moins que c'est une affaire technique, et donnons-nous les moyens techniques de vérifier que les élections sont transparentes et libres. Alors, mais dans le cas de la RDC, est-ce que si c'était agi d'une autre personne en dehors de Paul Kagame, cette mission aurait eu une chance au moins d'arriver en RDC, ou du moins d'être écouté, parce que Paul Kagame ressemble à un pyromane qui veut aller éteindre un feu quelque part? Bien. Malheureusement, j'ai envie de dire qui s'il faut personnaliser la chose. Parce que c'est vrai. On a quand même des présidents très bien élus sur le continent. Oui, mais qui ont très peu d'influence dans la zone. Et malheureusement, c'est-à-dire que la RDC est entourée de gens dont la légitimité est sujette à caution. Voilà, avec ses 98% d'électeurs qui ont voté pour lui lors des derniers scrutins, Kagame n'est pas plus crédible à donner des leçons ni à Tshisekedi ou à Kabila. C'est ça le problème. Et qui d'autre? Joao Lorenzo, quand on voit la façon dont il traite, lui, les Congolais qui sont dans son pays, on dit, mais écoutez, non, soyez sérieux, vous n'avez pas de leçons à nous donner. Qui d'autre? Monsieur Sassou? Il ira parler de légitimité électorale en RDC? Vous pensez ça sérieusement? Qui d'autre? Paul Biya? Qui d'autre? Idriss Déby? Voilà le problème. Voilà le problème. Alors donc, si tous sont délégitimés, qui va pouvoir parler? C'est ça le problème que nous avons. Il n'y a guère plus que dans la sphère anglophone qu'on peut trouver quelques-uns, mais en Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud s'y intéresse pas tellement. Quelqu'un comme Edgar Lungu, il pourrait, mais il n'a pas la voix suffisamment haute pour parler à un Kabila ou à un Tshisekedi d'élections truquées. Voilà le problème. Et puis la position de la RDC y est également pour beaucoup, parce qu'au-delà de tout, le Rwanda profite énormément de ce pays. Et comment? Mais c'est quand même un pays qui a 9 frontières. Et ne compte pas que des amis alentour. C'est aussi son problème. Alors, si au moins il pouvait compter sur quelques amis pour venir à sa rescousse, oui, mais là, il n'y en a pas. Donc, du coup, le régime se rigidifie et il tient tête. Je ne suis pas toujours d'accord avec les coups de menton de M. Norbert Mende, mais je trouve qu'il est très efficace et tout à fait convaincant dans ce qu'il dit. On va aller en France maintenant, évoquer donc le cas de ce débat qui a été lancé par le président Emmanuel Macron. Il vise notamment à
éteindre le mouvement des Gilets jaunes, mais des dizaines de milliers de Gilets jaunes ont encore manifesté le 10e samedi consécutif à travers la France, avec quelques heures parfois violentes, notamment à Bordeaux, malgré le lancement donc par le président Emmanuel Macron du grand débat qui peine à apaiser cette fronde populaire née il y a de cela 2 mois, 84 000 Gilets jaunes dans les rues. Est-ce que le débat national, Maître Sosa, c'est la solution dont la France a besoin aujourd'hui? Écoutez, bien malin qui peut dire quelle est la véritable solution. Parce que quand même, cette affaire des Gilets jaunes sonne un peu le glas de la démocratie représentative. Écoutez, voilà un système qui est relativement abouti parce que, bon, il tourne bien, on a des institutions qui fonctionnent et des élections qui sont tout à fait crédibles. Et on a élu un président tout neuf. Il a à peine 1 an et demi de mandat, que déjà on le conteste dans la rue, on conteste son pouvoir, mais pas que. On conteste toutes les institutions dans la rue, en demandant que le débat se déporte dans la rue et non plus dans les instances représentatives de la nation. Et ensuite, il y a une sorte de cacophonie générale, parce qu'on ne sait plus exactement ce que veulent les Gilets jaunes. Certains, ils n'auront de satisfaction que si Macron offrait sa démission. Il l'offrirait pourquoi? Et il l'offrirait à qui? Pour faire quoi? Pour faire d'autres élections? Pour élire qui à leur satisfaction? Ils n'ont pas de candidat non plus. Ils n'ont pas de porte-parole officiel. Mais ils veulent à toute force beaucoup de choses à la fois. L'abandon de l'ISF, me semble-t-il, a toujours été défendu par beaucoup de parlementaires qui les représentent et qu'ils ont élus parce que ces parlementaires appartiennent à des partis qui défendent l'abandon de l'ISF. Et pourtant, ça ne suffit pas. Alors, bon, sincèrement, je dois dire que j'approuve l'initiative de M. Macron parce qu'il essaye assez finement de les prendre à leur propre jeu. Vous voulez qu'on en parle? Parlons-en. Mais seulement le forum, ils disent qu'il n'est pas adéquat. Mais on ne va pas aller confier aux 60 millions de Français, aujourd'hui peut-être bientôt 70 millions de Français, la parole pour prendre une décision. Il faut bien que des décisions se prennent et parfois avoir le courage qu'elles soient désagréables. C'est ça le pouvoir. Mais est-ce que Macron n'y a pas contribué assez de par sa façon de faire? En quoi faisant? En abordant des réformes de façon assez cavalière. Mais c'est pour ça qu'il a été élu et il a toujours dit qu'il était un candidat anti-système. Figurez-vous qu'il n'avait pas de parti 6 mois avant les élections. Mais il a donné plus l'impression d'être là pour une certaine oligarchie, une classe donnée, mais au détriment, je me rappelle encore, il y a une femme qui l'interpellait, qui lui dit, mais Monsieur le Président, c'est parce que vous ne savez pas ce que c'est que de vivre avec 1 200 € par mois. Est-ce que vous connaissez de président français qui ait su ce que c'est que de vivre avec 1 200 € par mois? Aucun. Mais aucun. Depuis De Gaulle. Aucun n'a connu ça. Depuis De Gaulle, aucun. Oui. Alors pourquoi à lui, on en fait un procès, on lui impute à faute? Parce qu'il ne sait pas comment on vit avec 1 200 €. Aucun. Mais écoutez, dans la classe politique française, même, je ne parle pas du président de la République. Prenez le simple député de la circonscription la plus insignifiante. Il ne sait pas non plus comment on vit avec 1 200 €. Mais à lui, on lui fait pas de reproche. Et c'est à Macron qu'on fait le reproche. Mais je trouve ça totalement injustifié. Et quelque part, on est en train d'être menacé par l'anomie. Parce que, bon, bientôt, à force de toujours vouloir donner raison à la rue, on va sombrer en pure démagogie. Et vous avez vu ceux qui, à chaque fois, se font l'écho de la rue, c'est les partis les plus populistes. L'extrême droite. Bon, et aussi d'extrême gauche. Parce que M. Mélenchon ne fait pas mieux. Bon, il est devenu le pendant de Madame Le Pen, mais le mauvais pendant. C'est un peu triste. Le spectacle est un peu triste. Alors finalement, ça va donner quoi? C'est toujours manifestation et répression de la manifestation. Alors maintenant qu'on a décidé qu'il va y avoir des itinéraires approuvés,
ils disent que ça ne leur convient plus parce que c'est comme s'ils étaient des panurges, des moutons de panurge, et qu'on menait simplement au fourrage. Non, faut arrêter. Faut arrêter. La contestation, c'est bien, mais à condition que l'on sache pourquoi on conteste. Et quand on vous offre une réponse, il faut savoir l'écouter et la considérer. Mais dire non tout le temps, non. Maître Éric Emmanuel Sosa, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est un plaisir. La pause et après, ces regards croisés.